Et oui, la proposition du nouveau code électoral pour quel contexte politique? Ce débat sera fait, vous l'avez suivi depuis le début de cette tranche d'antenne, avec Jules Léandre Kitty. Il est chroniqueur et analyste politique et journaliste. Bonjour Jules Léandre Kitty. Bonjour Loris. Face à vous, oui, philosophe de formation, très présent et hyperactif sur les réseaux sociaux. Inutile de vous présenter Zéphirin Aouga. Bonjour. Bonjour, monsieur Loris Davor. Davor, excusez-moi. Et merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de DEN TV et les auditeurs de la radio Diaspora FM. Ma grosse interrogation, c'est de comprendre quel est le contexte politique pour lequel on propose, enfin les honorables députés proposent le nouveau ou la nouvelle mouture, la mouture actuelle du code électoral. Alors, inutile de vous rappeler quel était ou quel est jusque-là le contexte politique béninois. C'est plusieurs dizaines de partis, environ 200, des partis familles ou partis familiales, ou des partis à caractère familial, j'allais dire, des militants automates sans grandes obligations ou soumis au bon vouloir ou au caprice des promoteurs entre griffes ou des présidents de partis. Oui, des militants qui cotisent à peine, donc soumis à la volonté des présidents ou des promoteurs. Je parlais tantôt des partis à caractère famille, parce que la plupart des partis au pays sont dirigés par je dirais le père ou à la limite un fils ou la mère et autres. Je n'ai cité aucun parti, mais vous suivez mon regard. Julien Kitty, c'est comme ça que je décline quelque peu le contexte politique. Il y a aussi le pouvoir de l'argent. Ça, j'oubliais. Il y a aussi le pouvoir, le grand pouvoir de l'argent, le pouvoir renforcé au jour le jour des bourses, je dirais, des finances. Maintenant, au-delà de ce contexte, pour quelles raisons propose-t-on la mouture actuelle du code électoral, enfin, qui, vous le savez, d'ici quelques semaines, ce peut être le code qui conduira. Oui, si on suit la logique du processus de vote des lois depuis quelques temps, on devrait pouvoir dire aussi que ça va passer. Même si les projets ou les propositions se suivent sans se ressembler, parce que vous sentez quand même qu'il y a une atmosphère assez lourde cette fois-ci entre le pouvoir central qui a le mérite de dire ouvertement « je veux ça », qu'on soit d'accord ou pas, c'est déjà que le président Patrice Talon et son équipe disent « ça nous voulons ». Et donc, la preuve, vous voyez beaucoup plus ces partisans défendre ça. Ils le disent de manière insidieuse. Oh non, mais quand c'est le BMP qui le dit, les députés proches du président et pas seulement du régime. De plus en plus, vous voyez les députés qui, personnellement, sont proches du chef de l'État, qu'il dit, ça veut dire que c'est sa volonté. Et toutes les fois que le chef de l'État a eu l'occasion d'en parler, il dit ouvertement, ça je veux. Je le veux parce que je pense que ça peut nous avancer. Alors, pour revenir à votre question, moi je pense que on a voulu de ce code électoral, ce nouveau code électoral, pour deux raisons. Il y a d'abord qu'il faut voir dans le pourquoi on peut retourner à la légalité de l'opération. C'est-à-dire qu'on veut le faire parce que la loi nous en donne le droit. À la veille des consultations électorales, la loi nous donne le droit de revisiter le code électoral et de voir si le contexte dans lequel nous sommes, pour une organisation plus fluide, plus efficace, plus efficiente, est-ce qu'il ne faut pas revisiter? Et donc, c'est une opération purement légale. Maintenant, pour ce qui est de la pertinence ou la légitimité de la chose, au regard de la logique qui, je le répète toujours, et je parle sous le contrôle d'un philosophe, la logique qui est universelle. Vous pouvez avoir votre vérité à vous, mais la logique reste universelle. Et cette... Maintenant, la vérité du régime en place et de sa majorité parlementaire qui se traduit dans cette nouvelle monture du code électoral,
c'est que, on veut par là, dit-on, régler ou assainir l'échiquier politique béninois. On veut accompagner, renforcer le processus de réforme du système partisan, de réduction des formations politiques et pour en arriver à de grands blocs ou à de grands regroupements politiques. Parce que ça se réglait déjà à travers, on a voulu le régler par la révision de la Constitution, ça n'a pas marché, on a fait un pas géant à travers la charte, la révision de la charte des partis politiques et maintenant par le code électoral, on renforce ça. Maintenant, est-ce que les leviers actionnés pour atteindre cet objectif sont les meilleurs? C'est un autre débat. Donc, le contexte, c'est quoi? Le contexte de la pléthore de partis politiques. Il faut réduire. Le contexte, c'est que nous sommes engagés dans un processus de réforme du système partisan. Chacun a son point de vue là-dessus. Mais tous ont dit, au détour de séminaires, au détour de déclarations médiatiques, que oui, on le veut, c'est nécessaire. Donc, deuxième contexte, il y a que, vous avez dit tout à l'heure que, bon voilà, il y a le pouvoir de l'argent, il y a des partis politiques qui se résument à leur leader. Je ne parlais même pas de leader, parce que quand on rentre dans la définition d'un leader, c'est quand même quelqu'un qui engage beaucoup de personnes dans l'action. C'est quelqu'un en qui beaucoup se retrouvent, donc qui engage de la masse. Donc ici, on a des chefs. On a des chefs de partis politiques. Mais aujourd'hui, leur système, leur dispositif est sclérosé. Et c'est pourquoi on n'a plus de gros partis. Donc, dans ces conditions, pour réformer, le régime en place a estimé, à travers sa majorité parlementaire, qu'il faut réviser le code électoral. Et dans ce sens, en faisant augmenter de façon vertigineuse, par exemple, les cautions, aussi bien pour les législatives que pour les présidentielles, en imposant aux formations politiques de ratisser large, de devoir ratisser large pour avoir une proportion de 15%, donc des suffrages exprimés au plan national, avoir tel nombre de militants dans les structures de base dans chaque commune. C'est un bon rêve. C'est ça le contexte. C'est-à-dire qu'on est bloqué politiquement. On n'a plus de partis politiques. Les rares qui existent encore et qui tiennent sur un pied sont en procès dans les tribunaux parce que devenus bicéphales. Donc, à partir de ce moment, je pense que le contexte, c'est comme ça que moi je le décris, même si il y a des couacs, des bizarreries telles que, au même moment que le régime demande ça, insiste, utilise tous les moyens de pression pour obliger les acteurs politiques à aller vers ça, il autorise que des micro-mouvements se créent chaque week-end dans son environnement immédiat pour lui chanter des fleurettes. Je ne sais pas. J'ai eu, il y a quelques jours, un monsieur de ces formations, ces jeunes formations politiques né au détour pour soutenir le régime. Je l'ai eu en face dans un débat. Je lui ai demandé, mais pourquoi la même personne dit, votre leader vous dit, mais on veut les grands regroupements. Et vous allez encore créer des partis. Vous cherchez même à avoir des représentants, ces représentants. Et là, il me répond que non, on forme les partis politiques pour aller près dans le regroupement. Je dis, ça fait bizarre. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous, même si on vous prend c'est quand même un comportement antithétique. Voilà. Et donc, pourquoi le chef aussi permet ça, je ne sais pas. Parce que j'ai vu, ne serait-ce qu'au congrès d'un de ces mouvements-là tout récemment, je crois qu'il y a 2 week-ends, quelqu'un qu'on a présenté comme représentant du chef de l'État pour faire un discours, donner sa caution pour. Donc, voilà, globalement, le contexte. Et après, on fera le débat sur la pertinence, comme je le disais, des leviers choisis à actionner pour en arriver là. Mais, légitimement, voilà l'intention qu'on a eue, et surtout pour réduire, pour ce qui est de la présidentielle, les candidatures fantaisistes. C'est autant de problèmes qu'on voulait régler, mais le gros contexte, c'est que le Bénin est arrivé à la croisée des chemins. Si on ne fait pas quelque chose, on a une nouvelle génération qui dit « j'en veux, moi aussi je veux prendre ma part ». Il n'y a pas d'ancienne corde solide au bout de laquelle on peut tisser la nouvelle.
les anciens n'ont pas conscience de ce que la corde pourrit. Ils disent non, c'est nous qui sommes les dépositaires de cette affaire politique. Donc, restez là, quoi, les petits. Et finalement, quelqu'un vient, très révolutionnaire sur les bords, il dit, ok, je pose le pied dans Autrement dit, l'étrier. la transition est bien compromise. Elle est compromise. Et donc, celui qui est au pouvoir, il regarde ça, il dit, bon, avec ces Béninois, il ne faut pas être dans la méthode, la planification, à la manière des grands savants. Il faut poser le pied dans l'étrier, créer l'incident. Et le débat se fait, s'impose à tout le monde. Et parfois, il faut contraindre les gens à y aller. Zéphirin Aouga. Oui, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie, Loris, pour votre peinture du contexte. Et je crois que M. Kitty aussi vient de dire la même chose. Il faut avouer que le contexte avant la proposition de cette loi-là, qui sera certainement votée à la plénière, je l'espère bien, le contexte n'était pas reluisant du tout. Et nous avons tous déploré ici, autant de fois, M. Kitty, partout, ce soit sur d'autres chaînes, ici, partout, nous avons toujours dit que nous n'avons que des clubs électoraux, qu'on n'avait pas de parti, qu'il n'y avait pas d'idéologie. Et que vous avez dit tantôt dans votre description que, bon, dans ce pays, il arrive que des gens se lèvent pour dire, bon, nous, c'est notre parti, c'est pour nous. On peut mettre notre fils là, ça ne vous regarde pas. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez sortir et aller créer votre propre parti. Bon, c'est des discours donc, on ne va pas citer le nom d'un parti. Ils sont presque tous comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un pays, c'est toujours les hommes qui s'asseyent pour réfléchir sur leur destinée, pour réfléchir sur leur évolution et tout. Donc, moi, je prends que la proposition, le code en lui-même, cette proposition, vient pour régler des problèmes qui sont réels, que nous connaissons tous. Maintenant, M. Kitty a dit, nous allons analyser si les leviers qu'on utilise, ce qu'on propose comme solution, est-ce que c'est effectivement la meilleure formule? Est-ce que ça pourrait véritablement faire changer les choses ou bien ça ne va pas nous conduire encore dans d'autres dérives et tout? Bon, je crois que nous allons faire le débat et analyser, mais le contexte tel que vous l'avez décrit et tel que M. Kitty aussi l'a fait, je crois que je suis d'accord à 100% sur ce contexte-là. Ça n'était pas reluisant du tout. Très bien. Julian Kitty, est-ce que la volonté de réorganiser, d'imprimer un rythme nouveau à un tel contexte que vous avez décliné tout à l'heure suffit pour proposer les différents points qui suscitent polémique? Non, moi je pense qu'en toute chose, que la politique, ce n'est pas un apanage de la politique. Moi je pense que c'est déjà du talent, c'est déjà du mérite que de savoir diagnostiquer un mal. Un mal qui est bien diagnostiqué, dit-on, est guéri à moitié. Ça veut dire que celui qui veut poser la thérapie va poser les actes qu'il faut. D'accord? Donc il sait ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, il faut passer maintenant à la définition des stratégies. Et pour définir les stratégies, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Il faut d'abord être très clair et s'entendre entre acteurs sur les objectifs spécifiques à atteindre. Et qui dit objectif spécifique dit quelque chose de concret, de quantifiable, de vérifiable à réussir dans un temps donné qu'il faut définir et clairement qui va le faire. C'est ça un objectif spécifique. Ça veut dire qu'un objectif spécifique appelle à des actions concrètes. Alors, quand vous dépassez ces objectifs spécifiques, il faut pouvoir se donner le temps de maîtriser parfaitement vos cibles. Qui bénéficie, qui est bénéficiaire de ça? Qui doit être acteur de votre stratégie pour qu'elle soit réussie? Qui doit agir? Est-ce que vous connaissez ceux qui veulent agir? Est-ce que vous maîtrisez en ce moment précis leur motivation? Est-ce que vous connaissez leur histoire? Alors,
pour en revenir plus concrètement à ce que nous voulons dire, lorsque le chef de l'État est là, avec son régime, avec ses ambitions par rapport à la réforme du système partisan, il va falloir qu'il retienne et que son entourage retienne que cette réforme se fera avec les acteurs politiques, anciens, génération intermédiaire et nouvelle génération. Je ne demande pas, comme beaucoup le disent, qu'on fasse ce qu'on appelle les assises nationales ou une autre conférence nationale pour discuter des questions du pays. Je ne demande pas à ce qu'on rassemble tout le monde à Place de l'Étoile Rouge pour dire qu'est-ce que chaque Béninois pense de ce qu'on veut faire. Mais quand tout au moins dans sa chambre, dans son bureau, on a réfléchi à tout ça, on connaît bien les acteurs, on définit les meilleures stratégies qui s'y adaptent. Alors donc, il ne suffit pas de faire ce diagnostic, il ne suffit pas de constater que ça va mal pour initier ce code électoral et penser que le problème va se régler par là. Maintenant, je ne connais pas, et ça je fais cet aveu, l'objectif profond. Hein? C'est le chef de l'État, Patrice Talon lui-même, qui a dit, pour un bon dirigeant, lorsqu'il exprime des ambitions, il y a toujours des objectifs souterrains. Il a dit de lui-même, je crois, à l'avant-dernier discours sur l'état de la nation. Il a dit. Donc, je veux bien, et moi qui suis habitué à ne pas m'intéresser beaucoup à ce qu'on me dit ouvertement comme ça, moi, quand quelqu'un est en face de moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il va finir de me parler, parler à ma tête, donc je reçois ce qu'il m'a dit, je scanne, je dépose quelque part. C'est ce qui reste dans son cœur, dans sa tête, lorsqu'il a fini de me parler, qui m'intéresse. Et donc mon analyse, se base sur ça, les non-dits. Alors donc, je ne connais pas exactement cet objectif. Si l'objectif, c'est de régler par petits bouts les problèmes liés à notre système partisan, pour un jour espérer nous amener à la résolution globale, je pense que oui, on est dans le coup. Parce que c'est un président qui a un mandat chrono en main. Depuis que j'ai l'âge de la raison et que j'analyse la politique nationale béninoise, je dis, c'est pour la première fois que j'ai un président qui a mis la barre si haut en matière d'ambition, de choses à réaliser en 5 ans. D'accord? Oui. Et en étant aussi précis dans ce qu'on veut réaliser. Et là, nous sommes à pratiquement 3 ans. C'est vrai, il a dit que l'année 2018 sera donc l'année des réalisations. Ça veut dire que même au niveau des réformes institutionnelles et politiques qui étaient donc en pole position dans son programme d'action de gouvernement, il avait de grandes choses à réaliser. Mais en 3 ans, 2 tentatives de révision de la Constitution qui ont porté, surtout la première, l'essentiel de ces réformes qu'il voulait faire au plan politique et institutionnel, et ça a échoué. Alors je me dis que l'objectif aujourd'hui, c'est de régler les choses par petits bouts. Parce que le code électoral n'est pas un instrument aussi solide que la Constitution, que les autres lois qui sont prises. Et il peut être révisé à la veille de chaque consultation. Et vous savez que les consultations électorales, c'est la chose la plus régulière. C'est l'une des choses les plus régulières chez nous. Et donc, ça peut changer à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est dit, OK, pour quand même, étant compétiteur né, étant quelqu'un qui atteint ses objectifs, donc il se dit, au moins pas le code électoral. Et je m'entends avec ces députés qui parlent le même langage que moi, le BMP, et on propose une thérapie de choc pour que la gangrène qui est là, on puisse la désinfecter au moins. La plaie ne serait pas cicatrisée. Celui qui porte cette gangrène ne serait pas encore au bout de cette douleur. Donc la nation, politiquement, ne se serait pas encore portée mieux d'ici 5 ans, ou d'ici les 2 ans à venir encore. Mais c'est que on aurait découragé. Regardez, si ce qui est le code électoral tel que c'est là, si c'est voté, adopté en l'état, c'est que je parie qu'il y a, parmi ceux qui siègent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y aura une bonne partie de ceux-là qui vont carrément renoncer au-delà
de la participation, de leur participation aux prochaines législatives, qui vont renoncer carrément à la carrière politique. Parce que j'en connais qui sont restés, même centristes, à l'Assemblée nationale. Déjà que ceux qui sont de la minorité parlementaire sont sur la braise, ils ont des difficultés. C'est pas facile d'être opposant aussi aujourd'hui au Bénin. Et il faut se mettre dans un grand bloc qui vous permette d'avoir 15% et plus au plan national pour que vos sièges soient validés. Et aujourd'hui, ce n'est que le BMP qui a visiblement, et encore que là, ça discute sérieusement, des blocs qui peuvent a priori avoir des chances de s'en sortir. Et donc, si ceux-là qui sont en l'air, qui sont dans le ninisme, ils vont se mettre où? Avec qui? Pour gagner. Donc, c'est une thérapie de choc pour bousculer les habitudes au point où tout le monde revienne à la table de négociation. Vous allez voir qu'il n'y a plus d'hommes politiques qui fait à sa tête maintenant. Chacun dans son microcosme là réfléchit. Il y en a qui, n'ayant pas cette grande capacité de réflexion, sont sur le terrain chaque jour pour crier à la place même des ministres le nombre de kilomètres d'asphaltage que le gouvernement veut faire. Vous aurez compris, je suis Léon Kitty. Donc voilà, donc si c'est pour faire à petits coups, à petits bouts, je pense qu'on est dans le bon coup. Mais si c'est pour une vision vraiment prospective, j'ai l'impression que les choses sont brusquées, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur les meilleurs leviers, même si l'intention me paraît bonne, il y a quelque chose à changer. Mais il faut aller donc dans la tête du chef de l'État pour savoir si son objectif est à court, moyen ou long terme. Que veut-il réellement? Très bien. Oui. Au-delà de cette volonté de réformer le système partisan, Zéphirin Aouga, ce code électoral ne sonne-t-il pas comme une consolation aux différents échecs de révision de la loi fondamentale? Non, est-ce que on peut parler de consolation? Je crois que l'équipe en place, le gouvernement ou le groupe politique qui soutient l'action du gouvernement, le BMP et le gouvernement, cette classe politique-là est dans une dynamique. Nous avons tous constaté que en matière politique, que les partis politiques qui doivent animer la vie politique de notre pays, qu'il y a des choses à faire. Donc la réforme, la révision de la Constitution, elle est importante pour le chef de l'État, d'accord, mais on a quand même vu que, malgré les échecs, les tentatives qui ont échoué, que le pays continue d'exister et tout. Donc ce n'est pas quelque chose qui soit forcément un objectif obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est un objectif nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. De toutes les manières, nous finirons un jour par y arriver. Maintenant, par rapport au code électoral. Il est vrai que nous sommes habitués, à chaque échéance, on essaie de toucher un peu le code, tout ça là, et on essaie de... Maintenant, la nouveauté aujourd'hui, nous sommes dans une ère de réforme. Et l'ère de réforme a joué aussi, a eu une influence sur la proposition du code. Voilà. Et c'est ça, on a vu, quand M. Kitty parlait des leviers, tout ça là, et les propositions qu'on a faites par rapport au niveau de la caution, par exemple, les propositions qui ont été faites par rapport au statut, concernant les statuts, parlant des anciens présidents, par exemple, qui ont encore l'ambition de se positionner et de continuer à faire la politique, et ce qu'il faut faire. Tout ça là, c'est dans l'ère des réformes. Et je ne crois pas que l'on puisse véritablement en vouloir, tel que M. Kitty l'a dit, effectivement, à ceux qui ont eu l'idée de vouloir réformer, de faire des propositions. Maintenant, moi, sur la question, par exemple, de la caution, moi, je trouve que le principe de caution existait depuis. C'est-à-dire que on a quitté 5 millions, par exemple, je prends le cas de la présidentielle, on a quitté 5 millions pour aller à 15 millions. Et puis aujourd'hui, on nous parle de... Jusque-là, dans la limite du raisonnable. Non, non, ce n'est même pas le raisonnable. Déjà, à 5 millions, c'était déjà discriminatoire.
pour ceux qui pensent que... Que direz-vous de l'actuel? Oui, 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 oui. Suivez-moi bien. Pour ceux qui pensent que oui, aujourd'hui, c'est la plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent a déjà existé depuis qu'on a mis le principe de caution déjà. Le pouvoir de l'argent a déjà existé. Même si c'est 10 francs, le pouvoir de l'argent est déjà là. Ce n'est pas quand on a augmenté la caution maintenant que je vois des professeurs d'université qui pensent que non, on était déjà dans la plutocratie depuis. Parce que même les 5 millions, ce n'est pas tout le monde. Maintenant, au-delà de cet aspect-là, ce que moi je vois un appel à la responsabilité. Parce que souvent, les gens ne sont pas responsables. Il faut voir, tel que nous créons les partis politiques dans ce pays. Aujourd'hui, les gens se sont dit, mais c'est trop facile. Qu'avec 10 personnes déjà qui se réunissent, on peut créer un parti politique. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il faut que dans chaque commune, vous ayez au moins 15 personnes. 15 personnes. Et pour les 77 communes, ça fait 1155 personnes, donc membres fondateurs. Alors, si je prends les 1155 membres fondateurs, vous n'êtes pas membre fondateur d'un parti si vous ne croyez pas à l'idéologie, si vous n'avez pas vraiment une vision, si vous n'adhérez pas à la vision, si vous n'êtes pas décidé effectivement à porter l'idéal de ce parti-là, vous n'entrez pas dans un parti pour être membre fondateur, ne serait-ce que les 1155. Mais faisons un petit calcul pour les 250 millions. Si les 1155 acceptaient simplement de cotiser 120 francs par jour, 120 francs CFA, 120 francs par jour, ils vont, sur 5 ans, les 1155 qui acceptent de cotiser 120 francs par jour, sur 5 ans là, ils auront les 250 millions comme caution. Et la caution, elle est refondable. On peut vous retourner la caution. Je veux bien rester dans votre logique. Oui. Donc si tout de suite on enclenchait cette logique, c'est qu'aucun parti ne pourra présenter un candidat pour les élections à venir. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez dit sur 5 ans. Oui. Donc ça veut dire que c'est... Non. Nous autres, nous n'avons pas à faire ce débat-là. Puisque c'est quoi? Non, c'est juste pour vous... Puisque c'est quoi? Qui sont ceux qui sont à la base de cette réforme? C'est encore les politiciens eux-mêmes. Ce n'est pas vous et nous. Personne n'a appelé M. Kitty. Qu'il soit BMP, qu'il soit minorité, c'est toujours les politiciens. Donc, ce n'est pas parce que la proposition vient du BMP que les gens de BMP sont méchants. Non, c'est toujours la classe politique. Quels que soient les codes, c'est toujours eux. Il y aura un groupe qui sera contre, il y aura un groupe qui sera pour. Finalement, ils vont s'entendre pour voter la loi. Et nous sommes là seulement pour suivre. Nous serons là pour commenter M. Kitty. Moi, peut-être que demain, il sera député. Moi, il est jeune. Moi, je l'espère bien, puisqu'on aura de la valeur. On aura de la valeur là-bas. Mais c'est toujours les acteurs politiques qui nous amènent à là. Donc, ce que moi, je demande, qu'ils s'entendent pour que nous puissions connaître les échéances à connaître, pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous, et qu'on aille. Mais ceux qui pensent que, bon, c'est la plutocratie, je ne crois pas. On y était déjà depuis. Si les gens ne veulent pas, on y était, mais pas de la même manière. Qu'on bannisse cela. Et puis, bon, on a vu, M. Kitty a parlé de quelque chose. Il a parlé des candidatures fantaisistes. Mais il y en a eu. Et il y en aura. Et c'est pour éviter tout cela, puisque c'est nous-mêmes qui nous plaignons. Quand, à l'approche des élections, nous avons des candidatures jusqu'à 30, 32, 33 personnes, mais tout le monde candidature, tout le monde crie et dit, mais pourquoi est-ce que le Béninois est comme ça, et pour un poste, non. Alors, c'est pour réduire un peu tout ça que les gens ont mis des cautions. Mais aujourd'hui, on a vu que même 5 millions, c'est rien. 15 millions, c'est rien. On a vu un ancien ministre dans ce pays qui a voulu... Zéphirin Ouga, la question principale reste ce code, la mouture actuelle dont vous avez pris connaissance, nous avons tous pris connaissance. Est-ce que ce code, est-ce qu'il faut pour le contexte actuel que nous avons décliné? C'est ça, au fait, l'interrogation principale. Tout à fait. Et de ce code maintenant, on va décliner, nous avons eu à le faire, on le fera aussi. Julian Kitty, les points, au-delà de la volonté de réformer,
constitué de grands ensembles politiques, de grandes coalitions, de grandes alliances, au-delà de cette volonté, les autres points militent-ils pour cette réforme du système partisan? La réforme du système partisan, globalement, mérite de rentrer dans une phase opérationnelle maintenant, active. Il faut le faire. Vous savez, depuis plus de 10 ans, avant que Boni Yayi ne prenne le pouvoir, j'ai eu le bonheur de faire une discussion que j'ai exploitée comme interview après avec le professeur Victor Topanou, où on a parlé de l'échiquier de l'arène politique béninoise qui est en train d'aller vers un niveau, un point où, si on ne commence pas par préparer la relève, le renouvellement de la classe politique et le renforcement de cette classe politique à travers ces structures qui les portent, donc les partis politiques, qu'on va arriver à un niveau où on va vivre une crise grave au niveau des partis politiques qui vont se retrouver coquilles vides. On va vivre une crise où on verra deux générations qui ne vont pas se donner la main. Les jeunes qui viennent complètement inexpérimentés. Oui, mais cette mouture du code électoral en l'état. Non, mais ça veut dire qu'il y a plus de 10 ans. Ou facilite-t-elle cette relève? Mais, et vous faites bien de poser la question, et même le sujet au cœur de notre émission de ce matin est pertinent à plus d'un titre. C'est quoi? Est-ce que c'est ici et maintenant et il faut faire de cette façon? À cette question, je réponds non. Et si vous aviez suivi mon intervention tout à l'heure correctement, je disais, en fait, il faut retourner savoir celui ou ceux qui impriment ça, lancent cette dynamique, ont quel objectif? Peut-être qu'ils ont un objectif au bout de notre nez, à court terme. Peut-être que ça peut avoir l'avantage... Il y a, comme vous l'avez dit, des objectifs exprimés. Oui, et il y en a qui sont souterrains. Peut-être que ça aide. Et ça, l'analyste politique que je suis ne peut pas éviter de dire ça. Peut-être que ça aide à régler la question des législatives à venir. Ah oui, le jeu politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Et quand un homme politique propose quelque chose, il ne propose pas ça pour faciliter la tâche à ses adversaires. Ah oui. Et il utilise la légalité, il utilise la légitimité, il utilise les opportunités que lui offre son ancrage actuel, sa position actuelle de force pour proposer des choses qui légalement peuvent se justifier. Il recherche la légitimité pour avoir une masse critique de personnes qui disent « je suis d'accord ». Quand cette masse critique n'est pas en train d'être atteinte, il utilise les moyens de pression dont il dispose pour que le grand nombre dise « je suis d'accord ». Comme par exemple le grand nombre sera amené à voter ça à l'Assemblée nationale. À ceux qui sont en face ou qui n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse maintenant et de cette façon, d'user également de leur puissance, de leur stratégie, de leur tactique pour empêcher ça ou atténuer ces velléités. Parce que quelqu'un a dit, un pouvoir livré à lui-même devient fou. Et c'est légitime que vous soyez. Alors donc, le contexte actuel, pour vous répondre vraiment de mon fort intérieur, le contexte actuel ne demande pas, n'est pas propice pour proposer cette mouture-là. Parce que si il faut régler la question des candidatures fantaisistes, on est tous d'accord. Oui. J'aime à répéter que ça m'est resté gravé dans la tête, comme si c'était hier que ça a été écrit, ce titre de Jeune Afrique qui dit « Bénin, le pays où tout le monde est candidat ». À la veille d'une élection présidentielle ici, depuis sous Kérékou. Et dites-vous, on avait parmi les grands rédacteurs en chef de ce magazine panafricain, béninois, Francis Patiné, que je respecte par ailleurs, et qui n'a pas pu faire parler son patriotisme au point d'empêcher. Il était même signataire du papier. Oui, mais cette belle image n'est pas... Alors, non, ce n'est pas une belle image. C'est pour dire, Bénin, le pays où tout le monde est candidat. Ça veut dire que... C'est une image. C'est pour dire que c'était la période où il y avait même quelqu'un qui... à pied circulait dans toutes les rues de Cotonou, disait qu'il était candidat aussi. Oui. Alors, pour régler cette question, c'est légitime de penser à régler ça. C'est légitime de vouloir qu'on n'ait plus de 200 partis politiques, qu'on en ait
5 ou plus, pour un petit pays sous-développé, et on ne va pas continuer à dire en France on a 500 partis, aux États-Unis on a tant, mais on sait que vous demandez à tout jeune aujourd'hui, un adolescent ou un jeune qui va à l'école, à qui on apprend même la civilisation française et tout, il ne sait pas qu'il y a 500 partis en France. Parce que les autres, la sélection darwinienne se fait de sorte qu'on ne connaît pas les autres. Il y a ceux qui plutôt les idéologies. Alors, c'est légitime de vouloir qu'il y ait de grands regroupements ici. Mais ce n'est pas normal d'oublier ou de faire le choix délibéré d'occulter le fait qu'un parti politique, les gens se mettent ensemble d'abord parce qu'ils ont un idéal commun. D'abord parce qu'il y a une idéologie que nous épousons. Un parti politique, c'est ça par essence. Alors, si les gens n'ont pas les mêmes idéologies, vous les mettez ensemble et vous ne leur permettez pas d'aller à leur rythme pour se mettre ensemble, vous allez avoir quelque chose qui sera bleu, blanc, rouge, noir dedans. En fait, Julien Kiti, vos deux phrases ont tout traduit. Est-ce qu'il faut les mettre ensemble ou les laisser se mettre ensemble? Je pense qu'il faut les laisser se mettre ensemble, mais leur imposer de commencer à faire la réflexion. Mais en l'état, c'est qu'on les met ensemble. En l'état, on les met ensemble parce que, oui, il y a une sorte de contrainte. Vous savez, un parti politique aujourd'hui, par exemple, qui commence par prendre de l'ascension. Parce que ça, je rends hommage à mon feu père, qui me disait souvent, dans la vie, pour évoluer, ce n'est pas toujours d'être le champion, mais c'est de faire un pas, puis deux, puis trois, mais vers l'avant. Il y a des formations politiques que j'ai vues il y a 5 ans. Aujourd'hui, ont pris de l'étoffe. On commençait pas à étendre leurs tentacules dans tout le pays. En tout cas, ils avaient des militants un peu partout, mais il n'y avait pas des leaders dans toutes les régions. Ils ont commencé par y travailler. Je connais des gens qui sont élus députés, mais qui se disent, mais non, il ne faut plus que je sois seul ou 2 députés à l'Assemblée nationale. Il faut que je pousse pour que mon parti ait plus de députés et dans plusieurs régions. Qu'on ne soit pas confiné dans une circonscription électorale. Une bonne volonté d'ailleurs. Une bonne volonté. Alors, lorsqu'il y a cette progression-là, et vous voyez un parti politique qui prend de l'étoffe, qui a député, qui commence par faire élire des conseillers, qui commence par faire élire des conseillers même locaux. Donc, il commence par infiltrer tout le système pour que l'électorat puisse le ressentir un peu partout. Il commence par structurer les choses. Avant, on ne se gênait pas, ça a dit que tous les militants doivent avoir des cartes de membres. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut faire les choses de cette façon. On a des partis politiques aujourd'hui qui commencent par prendre conscience de ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à mettre au service de la diffusion de l'information. Mais vous avez des gens qui commencent par vous dire, et c'est inédit, qu'on peut laisser un peu de place à la vertu dans la politique, même si on pense que la politique, c'est un jeu d'intrigue et autres. Lorsque les gens sont dans cette progression-là, quand vous avez la possibilité d'avoir l'écoute attentive de ces personnes, appelez-les et renvoyez-les à une feuille de route en disant, mettez-vous ensemble par affinité idéologique. Et pour vous qui n'avez pas d'idéologie, qui êtes parti à la création d'un parti par vengeance parce que vous n'étiez plus d'accord avec le leader de l'autre, ou que parce que vous aviez trouvé qu'il y avait des mannes à capter par ici, ce n'est pas un crime d'avoir été peu vertueux par le passé. On a toujours la possibilité jusqu'à sa mort de se rattraper. Et Dieu, Jésus, et Mahomet, tous les dieux de ce monde seront d'accord avec vous. Alors, allez à l'école des autres. Pendant que des formations politiques commencent par avoir l'idée de création des écoles de formation politique, pourquoi on doit dire, et ceci dans un contexte aussi turbulent que la veille d'une consultation électorale, dans un contexte où l'opinion, une partie importante de l'opinion soupçonne les nouveaux dirigeants de ne pas avoir la cote auprès de la population. Je ne dis pas que le régime en place, si on va aux élections, aux consultations électorales aujourd'hui, n'aura pas beaucoup de suffrages. Non. Parce que vous connaissez le Béninois, sa mentalité. Il a beau crier, ça va mal.
Si en 2018, et comme on est en train de le constater, beaucoup de chantiers sont lancés, le petit mécanicien là, les gens, le moto passe devant lui, il répare, il a l'argent. La vendeuse d'abord commence par, les jeunes topographes là commencent par travailler, le payer en chantier, vous allez voir les mêmes vous dire, ça va bien. Et j'ai dit quelque chose ailleurs, ça m'a valu l'animosité de certaines personnes qui me disent, mais tu commences pas à avoir un problème de structuration mentale. Je dis, c'est vous qui l'avez. Pourquoi? J'ai dit, tant qu'un président de la République viendra à la tête du Bénin et voudra s'occuper ici et maintenant du ventre et rien que du ventre du Béninois, il aura le même sort qu'un Boniaï qui, à la fin de 10 ans d'exercice, pour avoir mis beaucoup de milliards dans le social et pour avoir salué le plus grand nombre de vendeuses de talé-talé, se demandait à la fin de ces 10 ans, pourquoi quand il positionne Néolène Zissou, on ne le comprend pas. Il était très enragé, il ne comprenait pas. Oui. Non, c'est simplement que le social, c'est bien, mais quand vous ne jurez que par le social et que vous voulez après le retour de l'ascenseur, la population se comporte envers vous exactement comme votre ventre se comporte envers vous. Le matin à 8 h, vous mangez quelque chose. Vous voyez, à 10 h, si votre ventre, vous devez l'écouter tel qu'il réclame encore autre chose, son ingratitude vous amène à vous comporter comme si vous n'avez rien pris, alors que vous y avez investi des choses. C'est vrai, c'est vital. Il faut manger pour vivre. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi des projets assez structurants. Et ce régime a eu le mérite de dire, je fais d'abord les études. Je planifie. Et c'est à ce moment-là que les douleurs de l'enfantement sont là. Mais je préfère que le gouvernement prenne 2018, voire 2019, pour des années où il réalise de grandes choses au plan économique, au niveau des infrastructures, au plan du climat d'affaires, que de vouloir mettre au devant la réforme du système partisan ici et maintenant, surtout du point de vue des regroupements. Parce que quand les gens vont se regrouper, et l'échéance est 2019, quand certains qui ont de bonnes intentions, qui ont des formations politiques qui commencent pas à croître, vont être éliminés du jeu politique. Alors, qu'est-ce qui va se poser? Quand les leviers, je parlais des leviers qui ont été, dont on a fait l'option pour en arriver là. Quand, par exemple, des arrivistes politiques, d'accord, vont réussir par des moyens assez douteux à mobiliser l'argent. C'est-à-dire qu'on a une liste, par exemple, quelqu'un à lui seul peut sortir les 200 millions. S'il est un bandit de grand chemin, s'il est un délinquant à col blanc, il donne l'argent, il positionne des gens et il se retrouve à l'Assemblée. Alors que l'un des problèmes qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin aujourd'hui, pour moi qui ai vu les législatures où j'avais des députés comme Albert Tevoidre, Émile Pipidi, Charles Direcpo et autres, où le débat parlementaire vous donnait envie de devenir un analyste politique, quand aujourd'hui vous voyez ce qu'est devenu le débat politique, alors vous vous dites comment on règle la question morale, comment on règle la question du niveau de nos députés. Oui. Et on n'a pas parlé de tout ça. On a dit que les partis politiques, et j'en aurais fini, ont une crise grave parce que depuis 90, on ne fait qu'élire des oiseaux rares. D'accord? Nicéphore Soglo, Premier ministre, tout neuf, il est président de la République. Mathieu Kérékou est le seul qui soit revenu au pouvoir, mais après s'être imposé de se dépouiller des tâches du PRPB. D'accord? Et après, vous avez Boudiaï, vous avez Patrice Talon. Mais on ne met pas que les 250 millions pour la présidentielle, on n'y ajoute pas. Que celui-là doit sortir d'un parti politique. Est-ce qu'on aura accordé le même nombre de minutes? Donc ça veut dire qu'il y avait mieux à faire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est légitime, c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'on force les pas. Mais je finis en disant on y va un peu plus vite. Il faut qu'on aille dans la tête du chef de l'État ou qu'il nous fasse le plaisir de nous dire, lui, dont j'apprécie beaucoup le franc-parler, parce que ça, j'aime ça. J'aime ça chez lui. Vous pouvez ne pas être d'accord. Regardez l'histoire de droit de grève qu'on a enlevé aux gens. Il est venu à la télé et dit, oui, moi j'ai voulu ça. J'ai voulu ça parce que ça me fait mal de voir les gens souffrir dans les hôpitaux, dans les tribunaux. Et j'ai aidé les députés. Sans langage politique. Oui, ça aussi c'est important. Et je merci Jules. Merci Jules.
Zéphiré Aouga pour... Et je dois présenter les excuses à mon ami Aouga parce que j'ai pris tout le temps, j'ai voulu vraiment... Pour son sens de discipline. Bon, voilà. Alors, Zéphiré Aouga. Bon, le grand frère a dû accepter cette injustice. On se connaît, mais c'est que Monsieur Kitty, quand il démarre, si vous ne l'arrêtez pas, bon. Donc, moi, ce que moi je dis, je comprends que j'ai bien saisi tout ce que vous avez développé, que et même si la réforme elle est nécessaire, elle est peut-être utile, est-ce que les leviers, ce qu'on propose, est-ce que maintenant c'est faisable? La pédagogie. Est-ce que c'est faisable? Je suis d'accord, mais comme je l'ai dit tantôt, ils vont en discuter à l'Assemblée. Ouais. Ils vont en discuter et ils verront entre eux, puisque on dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Et moi, depuis un certain temps, moi je me méfie. Je me méfie beaucoup. Et je ne me laisse plus tromper. Je ne suis plus sentimentaliste. Puisque au Bénin, nous avons un défaut. Nous avons toujours tendance à nous laisser influencer par le plus faible, croyant que c'est le plus faible qui a toujours la vérité. Alors qu'il recherche l'effet de victimisation. Voilà. Et dès qu'il se retrouve de l'autre côté, on fait pire, quoi. On y fait pire. Encore qu'il y en a qui ont fait pire que ça. Oui, Hier. On le méconnaît. C'est pour cela que à l'Assemblée, là, moi, je ne supporte aucun groupe. Que ce soit BNP, que ce soit minorité, ou certains naïfs pensent que c'est eux, minorité, qui défendent le peuple. C'est faux. C'est faux. Que les gens comprennent ça. Maintenant... Vous voulez dire qu'ils se défendent eux-mêmes? Ils se défendent. Ouais. Ils se défendent. On aura l'occasion de le dire. Et je pense que le BNP a le mérite de déployer sa machine. De voilà, dire ce que ils se nous voulons. défendent. Maintenant, pour rassurer c'est de tout le bonne monde, guerre. Effectivement, comme j'ai appris beaucoup dans ce que M. Kitty a dit, et c'est un peu brusque. Si on voit l'échéance de 2019, pour arriver effectivement à faire l'alliage là, à permettre à ce que les gens se réunissent, à avoir quelque chose d'homogène, que les regroupements soient des regroupements vraiment sains, politiquement sains, ce serait un peu compliqué. Et nous savons que la politique n'a jamais été quelque chose d'apaisé. Hein. Il y aura toujours des turbulences. L'apanage des enfants de cœur. Non, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Donc, ce qui est proposé là, nous allons attendre la plénière pour voir ce que ils vont, puisque c'est eux-mêmes qui se font harakiri, hein, parce que ne pensez pas que même ceux qui disent 250 millions, ils le font et pas parce que effectivement ils ont les 250 millions. Attendons tous alors cette... C'est pour régler quelque chose. Maintenant, est-ce que l'outil là qu'il propose là va régler effectivement les problèmes? C'est pourquoi l'atmosphère est bien lourde. Le débat, et il faut saluer notre législateur parce qu'il a prévu tous les mécanismes pour que les choses ne se passent pas n'importe comment. Tu vois, ça va se discuter en plénière. Les gens vont dire certainement que par exemple de 15 millions à 250 millions, le bond est trop grand. Ça va être réajusté. Tout à fait. Et donc, mais moi je félicite d'abord celui qui a proposé quelque chose. Dans la vie, quand vous diagnostiquez la nécessité d'agir, moi je préfère celui qui propose quelque chose contre le mauvais que celui qui ne dit rien, qui est là après pour dire non, ce que l'autre a proposé est assassin. Mais à défaut de proposer, il faut proposer aussi ce qui convient. Oui, parce que outre cette politique, je vous ai dit, outre cette caution, je vous ai dit en politique, gargantuesque, monstrueuse. En politique, je vous ai dit, on sert la nation, mais on n'oublie pas de tacler l'adversaire. Oui. Est-ce vraiment ce qu'il faut pour le contexte actuel? C'est pas le moment. La question reste posée. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat au cours dans les coulisses et au cours d'autres numéros de ce débat. Faire croiser. Quand tu dis caution faramineuse, mais tout est relatif, hein. Tout est relatif. Même caution 5 millions, c'est déjà faramineux. C'est déjà faramineux. Ça, c'est le philosophe qui parle. Oui. Pas fait de la justice. Merci Julian Kitty. Merci Zéphiré Aouga. Je rappelle que vous êtes activiste sur les réseaux sociaux, philosophe de formation. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Julian Kitty. On ne vous présente plus, visible, tout aussi visible au micro que devant les différentes caméras des différentes chaînes de la place. Vous êtes analyste politique, vous êtes chroniqueur. Merci pour la disponibilité. Souhaitez-nous qu'un jour à l'Assemblée nationale, il y ait M. Aouga, il y ait M. Kitty. Tout à fait. Mais qui sait? Moi, je le veux bien. Qui sait si ce ne sera pas déjà le cas en 2019? Moi, je voulais annoncer mes ambitions. Merci à toutes et à tous.